Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur les clés de la réussite. Vous allez en tirer un maximum de conseils pour être une meilleure version de vous-même au quotidien. Si vous aimez le sport, l'aventure, le dépassement de soi, le développement personnel, ou que vous aimez tout simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est réellement fait pour vous. Dans cet épisode, je suis allé à la rencontre de Flora. Flora est gardienne de l'équipe de France de rink hockey. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que le rink hockey ? Eh bien, c'est tout simplement le même format que du hockey sur glace, mais qui se pratique sur des patins à roulettes, des patins à 4 roues. J'étais réellement curieux de découvrir ce sport et d'en apprendre beaucoup, d'autant plus que, comme elle va vous l'expliquer, l'équipe de France féminine a vraiment tout gagné et qu'elle a eu un super palmarès. Il aura arrivé aussi des petits déboires avec la fédération, puisqu'il y a 1 an et demi, en fait, la fédération a refusé qu'elle participe au championnat d'Europe, alors que tout simplement c'était une des meilleures équipes. C'est une expérience qui les a énormément marqués en tant que sportifs de haut niveau, mais amateurs. Son histoire est tout simplement remarquable et c'est vraiment une des personnes avec qui j'ai le plus apprécié passer un moment. J'ai eu un coup de cœur amical pour Flora, donc j'espère que ça se ressentira au micro et que vous allez passer un bon moment. Juste avant de commencer, j'ai 2 petits messages à vous faire passer. Vous le savez, un exploit se fait toujours en équipe. Donc si vous aimez le podcast, commencez tout simplement à en parler autour de vous. Vraiment, c'est ce qui marche le mieux pour faire connaître le podcast. Aujourd'hui, quand je demande aux gens comment est-ce qu'ils ont découvert le podcast, ils me disent très généralement que c'est un ami qui leur en a parlé. Vous pouvez aussi le noter sur iTunes. Ça m'aide en ce moment à peut-être trouver un sponsor. Et les sponsors regardent les notes sur iTunes. Et comme j'aimerais bien me rémunérer, parce que j'en vis pas encore, c'est vraiment quelque chose qui pourrait m'aider et m'aider à faire durer le podcast. Si vous n'avez pas de téléphone Apple, vous pouvez très facilement en trouver dans votre entourage et le faire notamment avec le téléphone d'un ami ou de votre maman. Si vous écoutez le podcast sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story et ça marche très bien aussi, donc n'hésitez pas à me taguer et comme ça je vous repartagerai. Enfin, je vous rappelle que j'ai créé une super newsletter que vous pouvez retrouver facilement en tapant Extraterrien Newsletter dans Google. J'y partage mes bons plans santé, matériel, mes petites découvertes de la semaine. Vous verrez, il y a plein de bons plans et je suis sûr que ça va vous plaire. Allez, je ne vous embête pas plus et je vous laisse place avec l'invité du jour. Salut Flora. Salut Barthélémy. Écoute, je suis vraiment hyper ravi de te rencontrer aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton accueil très chaleureux à Rennes et dans ta ville du coup dans laquelle tu vis. Et on est chez toi là, oui, tout de suite. Et on a déjà bien beaucoup discuté, donc on va essayer de pas autant digresser que ce qu'on vient de faire à l'instant. Je suis vraiment hyper content de te rencontrer pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu fais un sport que je connais très peu et vraiment qui va, je pense, beaucoup apprendre aux auditeurs qui écoutent aujourd'hui. Et aussi parce que je crois que tu es une des toutes premières qui m'a été présentée par Jérémy, un auditeur que tu connais, donc donc on le salue si jamais s'il écoute. Donc j'aime vraiment toujours que les auditeurs me recommandent des gens. Je sais qu'à chaque fois ça donne des super rendez-vous, donc j'ai vraiment hâte de faire cette interview. Comment ça va ? Ça va bien, ouais, ça va bien. Ouais. Comme je te disais juste avant, je pose toujours la même question par tradition sur le podcast Extraterrien, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport. Alors, mon premier souvenir de sport, ça remonte à plusieurs années maintenant. Ça devait être en 95 ou 96. J'avais commencé le patin à roulettes et avec les enfants avec lesquels je faisais du patin, on devait passer un parcours, c'était un diplôme en fait. On devait passer notre diplôme, c'était un brevet, le brevet de patineur. Et donc je me souviens avoir fait ce parcours-là où on avait des slaloms, on devait se baisser. Je me demande s'il devait peut-être y avoir des sauts ou quelque chose comme ça. Et je me souviens avoir fait ce petit parcours et ensuite être au milieu de la piste avec tous les enfants qui étaient avec moi et on devait nous remettre notre diplôme si on avait bien réussi le parcours ou pas quoi. Et donc je me souviens de ça, ouais, avoir été appelé et félicitations. Un peu comme le permis de conduire, mais un petit peu, ouais. Sur des rollers. C'est ça, ouais.
Trop chouette. Et du coup, t'as été mise hyper rapidement sur des patins. Ouais. Ça vient de tes parents, ta famille, ou c'est toi, c'était un sport qui te tentait étant petite Pas du tout. Alors en fait, le patin, mon frère en faisait, donc on a 2 ans d'écart. Et il avait commencé à en faire, et comme je voulais faire un petit peu tout comme lui, je m'étais dit, bah moi aussi, j'aimerais bien essayer. Et lui, il avait été mis sur des patins grâce à sa maîtresse de CP qui avait fait des initiations dans l'école où on était, et donc tous les gamins de l'école sont passés par là, je pense. Hein. Certains ont été traumatisés, d'autres sont devenus des grands champions, des grandes championnes. Exactement. Ouais. Trop cool. Et donc, du coup, maintenant tu fais du rink hockey. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la transition du coup du patin à la grande joueuse, la grande gardienne de l'équipe de France de rink hockey? Faut savoir que souvent, quand on commence à faire du rink hockey, il y a toujours la phase d'apprentissage du patinage qui est hyper importante, qui est étalée sur 1, 2 ou 3 ans. Donc, c'est ce qui s'est passé pour moi. Hein. J'ai fait l'école de patinage dans le club de Noisy-le-Grand, là où j'habitais, tout simplement parce que c'était un club qui était juste à côté de chez moi. Le gymnase n'était pas très loin, et donc il y avait eu cette fameuse initiation dans l'école par la maîtresse, et donc comme je te disais, tous les enfants sont passés par là. Et puis au bout d'un moment, à cette époque-là, tu pouvais choisir soit de faire du rink hockey, soit de faire du patinage artistique. Et puis encore une fois, mon frère s'était mis au rink hockey, donc je m'étais dit je vais faire tout comme lui. Donc c'est pour ça que je me suis mise au rink hockey derrière. D'accord, ouais. Et tu te souviens à quel âge c'était à peu près? J'ai dû faire 3 ans d'école de patinage, et j'ai commencé le rink, je sais pas, je devais avoir 7 ans, 8 ans. Ouais, 8 ans, je pense. Ah ouais, donc super jeune, ouais. Ouais. Ok. Et c'est un sport qui a encore peu de licenciés en France. Et du coup, je me demandais à quel âge tu commences un peu les compétitions, parce que généralement, sur les fédés où il n'y a pas beaucoup de pratiquants et de pratiquantes, j'imagine que pour les filles, il n'y en a pas beaucoup non plus. Du coup, est-ce qu'il y avait quand même des compétitions, des ligues ou... Ouais. Alors au niveau national, en France, le rink est divisé en ligues régionales. Donc il y a toujours le championnat régional, et puis après, en fonction de tes performances au niveau de l'équipe, tu peux être qualifié pour le championnat de France. Mais en règle générale, ça commence aux alentours. Alors maintenant, ça a changé les catégories. Ça doit être U9, U10. Mais si on parle d'autres catégories, c'est super mini poussin. Okay. Ouais. Ah ouais, donc ça commence super jeune finalement. Ouais. À cet âge-là, ça reste des compétitions régionales. Principalement. Après, il y a énormément de tournois et de matchs pour que les enfants jouent les uns contre les autres. Mais, ouais. Tu te souviens de ce qui te plaisait, toi, dans ce sport? Parce que, attends, qu'on se le dise. Juste avant que tu nous dises quand même ce qui te plaisait, c'est quand même un sport qui est assez... avec beaucoup d'impact, pas mal de contacts physiques. Grosso modo, ça ressemble à du hockey sur glace, mais sur des rollers, sur des patins à roulettes plutôt. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui te tentait dans ce sport? Qu'est-ce que tu aimais bien dans Alors, je pense le phénomène de glisse qui est quand même super intéressant sur des patins. Après, c'était pas forcément tant le contact physique, parce qu'il n'y a pas autant d'impact qu'au hockey sur glace, par exemple. Maintenant, les contacts, ils sont sanctionnés. Hein. On n'a pas le droit de se mettre des charges sur les balustrades, ça c'est interdit. Mais je pense la rapidité, la fluidité du jeu, et puis surtout la notion de glisse qui est quand même assez importante. Donc ça, c'est des choses qui m'ont assez attirée assez vite. Sachant que j'ai commencé sur le terrain en étant joueuse, et puis je suis passée gardienne un petit peu plus tard. Donc, comment ça se fait que tu sois passée au cage du coup Je suis passée au cage en 2000. Je devais avoir 10 ans, et 2001. J'avais 11 ans. Et donc... il y avait une équipe où il y avait besoin d'une gardienne. Je me souviens, c'était pour les équipes Île-de-France, les équipes régionales. Et il y avait dans ma catégorie d'âge, il y avait une équipe où il fallait une goal. Et donc on m'avait dit, est-ce que tu veux tester? On a besoin d'une gardienne.
si ça t'intéresse, voilà, c'est parti, quoi. Et donc je m'étais dit, bon, ok. Et donc pendant plusieurs années, j'ai fait goal dans une équipe et joueuse dans une autre équipe. D'accord, ok. Ouais. Ah, trop marrant. Ouais, donc double casquette. Ouais, et, ça permettait ouais. de pouvoir faire les deux en même temps. C'était Et chouette. à quel moment t'as dû du coup te décider J'ai dû me décider en 2004 parce que... Il n'y avait plus rien qui passait. non, j'ai dû me décider en 2004 parce que à cette époque-là, je pouvais plus jouer avec les garçons. C'est-à-dire que pendant toute ma jeunesse, je jouais avec les garçons. Et après, passé presque catégorie senior, on m'a dit, écoute, maintenant, il faut jouer avec les filles en senior. Tu peux plus jouer avec les garçons, et l'équipe dans laquelle j'allais jouer en senior, il y avait déjà pas mal de joueuses de chant, donc j'avais pas forcément ma place, et puis l'entraîneur m'avait dit, écoute, voilà, si tu fais ce que tu veux, joueuse ou gardienne, mais si t'es joueuse, sache qu'il y a du monde devant toi et que t'auras pas forcément du temps de jeu de suite. Et puis moi j'aimais bien les deux, puis je m'étais dit, bah non, je vais faire gardienne, ça sera bien, et je me ferai ma place au fur et à mesure. Ok. Et ça a été un bon choix, hein, finalement. Ouais. Et on dit souvent des gardiens de but. Alors, il y a un peu un mythe dans différents sports, tu vois. En France, bon, excuse-moi des comparaisons, mais dans le football, il y a Fabien Barthez, tu vois. Au handball, il y a Thierry Omeyer. On dit souvent qu'ils ont une personnalité un peu atypique. Est-ce que ça se retrouve un petit peu dans le hockey ? Ça, il faudrait demander à mes coéquipières. Non, oui, c'est vrai qu'en règle générale, on dit que les gardiens sont un petit peu à part. Finalement, on fait partie du match comme les joueuses ou comme les joueurs, mais on reste quand même dans notre cage, et le travail qu'on va avoir dépend certes de nos coéquipiers et nos coéquipières, mais il dépend surtout de nous, en fait. Ouais. Donc j'ai souvent tendance à dire que c'est un petit peu comme si on faisait un sport individuel dans un sport collectif, parce que finalement ça repose uniquement sur nos propres compétences, quoi. Donc ouais, c'est vrai, ouais. C'est un peu la moitié de l'équipe, quoi. Un peu, ouais. Mais surtout alors, dis-moi si je me trompe, mais de ce que j'ai vu en rink, il y a quand même beaucoup plus de tirs typiquement que sur du football. Par exemple, donc le rôle du gardien ou de la gardienne est encore plus primordial pour l'équipe, quoi. Ouais. Bah oui, parce que c'est un sport qui est hyper rapide. Comme on est sur des patins, forcément, bah, on va beaucoup plus vite, et donc les phases de contre-attaque, il y en a énormément, même s'il y a beaucoup d'attaques placées quand même. Mais c'est vrai qu'on est très souvent beaucoup sollicité dans un match quand les deux équipes qui se rencontrent ont un niveau de jeu égal, bien sûr. On est souvent très sollicité. Par contre, c'est vrai que si ça m'est arrivé, si tu joues dans une équipe où les joueuses ou les joueurs de ton équipe dominent largement, toi tu passes ton match à rien faire, quoi. Ouais, donc ouais. mais ouais, en règle générale, on a quand même beaucoup de boulot, beaucoup plus qu'au foot en tout cas. Et en regardant des images, j'ai aussi vu la vitesse à laquelle ça frappe. Mais j'ai pas les chiffres, hein, mais c'est des fusées, quoi. Ouais. Et t'es hyper bien protégé, mais c'est une petite balle, je sais pas en quoi elle doit être faite, en résine ou... C'est du plastique dur. Ouais, du plastique dur. Ça fait mal de se prendre un shoot. Quand elle est mal placée, c'est pas très agréable. Ouais. Je me retrouve avec des bleus, parfois c'est pas forcément pas forcément chouette, mais bon, ça fait rire mon médecin qui me dit à chaque fois, mais qu'est-ce que c'est ça? Je dis non, c'est une balle de hockey. Ah oui, vous êtes sûr? Oui, c'est juste une balle, je vous assure. Mais je sais plus ce que tu me disais. non, mais moi je te demandais typiquement si ça faisait mal. Ah oui, si, ça peut arriver que ça fasse mal. Après, c'est bon, là je me souviens. La vitesse de frappe, ça peut arriver que ça atteigne les 110, 120 km/h. Ouais, donc, il y a eu des tests qui ont été faits il y a déjà plusieurs années sur les plus gros shooters dans le monde, et voilà, il y avait des vitesses de frappe qui avaient été mesurées où la balle partait quand même très très vite, quoi. Puis t'es à bout portant, quoi. Ouais. C'est pas comparable, je sais pas, à du tennis où il y a le service, mais t'es à 20 mètres l'un de l'autre. Ouais. Là t'es à 1 mètre ou 2, quoi. Ouais. Donc ça part très vite. Mais du coup, tu dois être un peu casse-cou, non? Un petit peu. Ouais. Un petit peu. Disons que ça me fait pas peur de me prendre des balles, quoi. Ok. C'est pas... Ok, bon, c'est marrant. Et du coup, les sports de combat, ça n'a jamais pu t'attirer ou...
J'y ai pensé, mais j'étais tellement mordue par le hockey que j'ai jamais testé après, non. Ok. Et est-ce que c'est comme dans les autres... Enfin, désolé, hein, je mets par rapport à la seule référence qui est un peu médiatisée, qui est le footballeur, où on voit souvent les gardiens de foot qui s'entraînent un peu à part. Est-ce que toi aussi, tu avais un entraînement à part, du coup, bah, effectivement, ouais, comme tu le disais, c'est un peu un sport individuel Ouais. dans le sport collectif. Ouais, bah oui, c'est important parce que il y a tout le travail de spécifique gardien qui va rentrer en ligne de compte. Ça passe sur des exercices de patinage parce que les joueurs et les joueuses patinent debout, bien évidemment, mais nous, on est accroupis dans notre cage, en fait. Ouais. Donc, c'est les fameuses positions espagnoles et portugaises, c'est ouais, ça? ouais. Ok. Alors ça va être plus des parades pour arrêter la balle, mais Ok. quand on se déplace dans les cages, on est accroupi, on n'est même pas en demi-flexion ou quoi, on est vraiment accroupi. Et donc cette technique de patinage, elle est quand même très particulière, et donc voilà, il y avait ça à travailler de façon importante, et puis aussi bah, justement les positions dans la cage, parce que Ouais. t'arrêtes pas la balle n'importe comment, parce que tu peux te faire mal, parce que tu vas pas être efficace, et parce que bah, il faut arriver à suivre la balle le plus vite possible aussi pour pas prendre de but, quoi. Ouais, donc, bah, donc ouais, les entraînements de gardien de but, c'est hyper important. Alors ça va se faire souvent en début d'entraînement. Bah, par exemple, les joueurs vont être d'un côté, eux, ils vont travailler, je sais pas moi, le spécifique joueur à la passe, la technique individuelle, et puis voilà, pendant une demi-heure ou 45 minutes, en tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionnait dans mon club. Les gardiens, on était ensemble, et puis on bossait ensemble, quoi, avec ok. nos entraîneurs de gardiens. Ouais. Ça se travaille un peu les réflexes. Là, j'ai l'impression de vieillir et que les réflexes sont un peu moins bons. Et du coup, je me demandais s'il y avait des techniques pour un peu les entretenir. Ouais, ça se travaille pas mal. Alors moi, j'entraîne aussi hein, des jeunes, des enfants, et je bosse beaucoup avec eux sur, bah, justement avec des balles de tennis pour améliorer la rapidité, et sur des répétitions, des répétitions plusieurs fois Ok. Ok, génial. Bon, pour bah, arrêter tu me tout ça, fileras quoi. des petits exercices Ouais, après pour que je puisse travailler sans tout ça. problème. Euh, c'est à quel moment que tu as commencé à réaliser le haut niveau dans tout ça? Euh, alors, Parce que je crois que tu es allé assez tôt en équipe de France, ouais, finalement. je suis arrivée en équipe de France. Alors la première compétition, j'avais 17 ans, Ah ouais. mais à 16 ans ou à 15 ans, j'avais déjà commencé à faire des stages, en fait. Ok. Sachant que je me suis vraiment rendu compte du haut niveau, j'étais quand même beaucoup plus jeune que ça, parce que j'étais partie faire un tournoi amical avec l'équipe avec laquelle je jouais, et c'était peut-être aux alentours de 9-10 ans, un truc comme ça. Et c'était un tournoi international qui regroupait des équipes jeunes et des équipes seniors. Et donc dans ce tournoi international-là, il y avait l'équipe de France senior qui était là, hommes, et... et c'est la première fois que je les ai vus jouer. Et bon, nous, on avait notre petit tournoi, et puis eux, mais ils jouaient dans la même salle, donc voilà, on les voyait faire leur match. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte qu'il y avait une équipe de France, et qu'effectivement, c'était quand même un haut niveau, mais voilà, qu'on peut tous attendre avec du travail normalement. Mais Ouais. c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de tout ça, ouais. C'est super cool que tu aies pu rencontrer à 9-10 ans, on va dire, les super équipes. Ouais. Top joueurs, ça doit être super inspirant, j'imagine. Ouais, ouais. T'as trop de chance. Et du coup, ouais, tu arrives à 17 ans en équipe de France. Mm. Alors, tu me diras si je me suis trompé ou pas, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une super gardienne avant toi, Ouais. qui avait fait une carrière aussi belle que toi. Ouais. Ça a été quelque chose qui t'a apporté aussi, ou c'est peut-être aussi été un peu plus long pour pouvoir t'imposer? Alors ça a été un petit peu particulier, parce que la gardienne dont on parle, c'est Angela Rodriguez, et en fait elle était dans mon club à Noisy-le-Grand. D'accord. Et quand je suis passé senior, quand je suis passé donc en catégorie senior, là, que je pouvais jouer avec elle, bah elle avait sa place vraiment bien définie. Donc titulaire indiscutable dans le club de Noisy, titulaire indiscutable en équipe de France. Elle était vraiment... moi je trouve qu'au niveau technique... Elle était hyper forte, en fait. Et c'était une fille qui avait un caractère énorme. Elle avait vraiment un très 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 fort caractère, et ça a été compliqué de
de bosser avec elle parce que ce qui était normal, elle voulait pas laisser sa place, ce qui était logique. Moi, j'avais eu du mal, en tout cas au sein de mon équipe de Noisy, j'avais eu du mal à m'imposer en tant que gardienne. Et puis ensuite, on s'est retrouvés en équipe de France ensemble. Ouais. Donc l'année où on a été en équipe de France ensemble, évidemment, elle était titulaire et puis moi j'étais remplaçante. Mais bon, j'arrive pas à parler. Ça arrive, t'inquiète. Dans l'équipe, ouais, ça a été pas hyper simple à gérer, mais au final, Ouais. ça s'est plutôt bien passé quand même. Et c'est à quel moment du coup que t'as pris la place de titulaire Le lead le lead, ouais. en 2010. Ok. Ouais. Ok, en plus, les très belles saisons du coup. Ouais. Ouais. Tu peux nous raconter un petit peu ça? Alors, moi j'ai été surpris parce que du coup, en m'intéressant à toi, j'ai vu que l'équipe féminine de Ring Hockey avait eu un palmarès incroyable, qui avait eu une super génération. Ouais. Donc 2 fois vice-championne du monde. Ouais. J'ai vu aussi en européen, je me souviens plus si vous avez fait des podiums. Ouais. Si, Ouais. si aussi. Bon, il a manqué une première place quand même. Donc je me suis dit, est-ce que je lui pose la question de la malédiction ou pas? Bon. C'est pas à toi de le dire ou quoi, mais c'était quoi un peu? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette période-là où en fait vous étiez super forte, vous avez presque tout gagné, Ouais. et un petit peu toi, comment tu le vivais à ce moment-là, quoi. Alors il y a eu déjà au niveau de l'équipe féminine, ça a commencé, je crois que c'était en 2005 ou en 2006 sur un championnat d'Europe. Donc moi j'étais pas encore en senior, hein. J'étais en moins de 19. Mais l'équipe de France féminine senior, sur ces années-là, gagne le championnat d'Europe. Et ça, c'était la première fois que ça arrivait. Suite à ça, il y a eu quelques compètes où au niveau mondial, on stagnait toujours 4-5. Et puis en 2009, en 2009, ça a été ma première sélection senior. Championnat d'Europe, en France, on termine 2e. Ouais. Donc vice-championne d'Europe. Donc c'était quand même une super perf, hein. Honnêtement, c'était vraiment, vraiment chouette. L'année d'après, en 2010, championnat du monde. Pour le coup, moi, c'était mon premier championnat du monde aussi. Ouais. C'était en Espagne. Et on finit vice-championne du monde. Et pour la petite anecdote, on bat l'Espagne en demi-finale, chez elle. Alors Ouais. qu'elle surplombe les compétitions depuis des années. Et encore maintenant, elles sont vraiment très très fortes. Ouais, les grandes nations, je crois, c'est l'Espagne, l'Argentine. Ouais, Portugal, ok. Italie aussi. Ouais, c'est pas... Chez les hommes et chez les femmes, c'est ces 5 pays-là qui sont bons. Après, chez les femmes, l'Espagne reste quand même très 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 forte, hein. Ok. Et donc voilà, 2010, on est vice-championne du monde. C'est la première fois que ça nous arrive. C'est la première fois que ça m'arrive à moi. Je réalise pas trop. Et encore maintenant, je pense que ça doit faire partie des plus belles choses que j'ai vécues, de me rendre compte que on bat le pays hôte. Du coup chez elle, devant je sais pas combien de milliers de spectateurs, c'était le match qui passait à la télé. Enfin des trucs de fou, quoi. On n'avait jamais vu ça, quoi. Ouais. Et donc voilà, ça c'était en 2010. Et puis ensuite, 2012, de nouveau championnat du monde au Brésil. Et là, l'équipe finit première. Donc elles finissent première, les filles. Je dis elles parce que moi, j'étais pas partie avec elles au Brésil. 2012 et puis 2014, rebelote, championnat du monde, puisque c'était en alternance, un championnat d'Europe, un championnat du monde une fois tous les 2 ans. Et championnat du monde en France en 2014, on finit 2e. Donc pendant 4 ans, on était vraiment parmi les 2 meilleures nations, quoi. Ouais, super. Ouais. Et c'est marrant que tu parles de ce match-là contre l'Espagne chez elle, parce que c'est toujours un sentiment un peu bizarre, tu sais, de priver un peu, je trouve, l'autre équipe un peu de son ordre de gloire à domicile. Mais c'est tellement flatteur aussi pour soi, parce que tu as tout le monde contre toi, et il y a des équipes que ça transcende, quoi. C'est ça. Tout simplement, ouais. Et c'est ouf. Du coup, vous avez tout gagné. C'était quoi l'ambiance dans l'équipe? On voit de plus en plus maintenant les médias qui essayent de s'insérer, tu vois, dans les vestiaires des équipes de hand, le football. Tu vois, on l'a vu après 2018. Beaucoup plus chez les hommes que chez les femmes, d'ailleurs. Et
Ça ressemble à quoi l'ambiance dans les vestiaires C'était un peu... Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot par rapport à... Non, après sur ces équipes, sur ces générations-là, quand on jouait ensemble, il y avait toujours beaucoup de complicité. C'était quand même des super ambiances. Et puis comme ça reste des moments qui sont très particuliers, forcément tout le monde le vit un petit peu à fond. Et après, on a forcément tendance à le vivre d'une façon un petit peu différente chacune par rapport à nos ressentis, etc. Bon, je pense que celles qui avaient moins joué ont pas forcément autant profité que les titulaires, par exemple, mais il y avait quand même une bonne ambiance au niveau du groupe. Et dans les vestiaires, il n'y avait pas trop de pression finalement. En tout cas, dans mes souvenirs, beaucoup de musique, pour se motiver. Dans les sports collectifs, c'est toujours un petit peu comme ça que ça se passe dans les vestiaires. Enfin, je pense, en tout cas, chez nous, c'est comme ça. Et beaucoup de chambres et voilà. Quand même, on était toujours relativement bienveillantes les unes envers les autres quand même. Ok. Ouais, mais en plus, c'est quelque chose qu'on remarque de plus en plus, quoi. Finalement, Ouais. Tu peux avoir les meilleurs joueurs ou les meilleures joueuses ensemble. S'ils s'entendent pas et qu'ils n'arrivent pas à rigoler ensemble en dehors du terrain, ça peut pas trop marcher, quoi. Ouais. Et ok, super chouette. Et là, du coup, aujourd'hui, tu joues encore. T'en es où un petit peu dans ta carrière? Est-ce que tu peux nous dire? Je sais que t'es podologue en partie de ça. Et puis, moi, je spoil pas la prochaine question. On me dit trop souvent que je pose plusieurs questions dans la même question, donc je ne pose qu'une question. Je vais dire aujourd'hui, où est-ce que tu en es un petit peu dans ta carrière de hockeyeuse? Alors, aujourd'hui, donc j'ai toujours distingué de toute façon deux trucs bien différents, que ça soit avec l'équipe de France ou avec mon club. Aujourd'hui, j'ai signé dans une équipe à côté à Dinan, en fait, dans le nord de la Bretagne, là, où je joue avec des garçons. Cette année, on joue en 3e division et notre objectif, là, c'est d'aller dans les phases finales. Donc, tu joues avec des garçons? Ouais. Donc équipe mixte. Ouais. Est-ce que tu me disais okay. Ouais. Si tu veux, je t'en reparlerai après. Mais du coup, il y a un championnat réservé aux femmes. Ouais. Il y a un championnat réservé aux hommes. Non. Il y a un championnat femmes et un championnat mixte. Ouais. C'est génial. Ouais. Ok. Ouais. C'est le seul sport où il y a ça? Ouais. Ok. En fait, au niveau, je vais te dire, au niveau des sports collectifs en France, faut savoir que les filles, elles ont le droit de jouer avec les garçons jusqu'à un certain âge, et après, elles peuvent plus jouer avec les garçons parce que sinon l'équipe est déclassée. Donc ça veut dire que peu importe si l'équipe joue bien ou joue mal ou gagne les matchs ou quoi, le match ne sera pas comptabilisé parce qu'il y a une fille. Donc c'est pour ça que dans tous les autres sports collectifs, il y a des sections féminines et il y a des championnats féminins en jeunes. Au niveau du rink hockey, comme on n'a pas suffisamment de joueuses pour faire des équipes jeunes, avant, au bout d'un moment, les filles arrivaient comme je te disais tout à l'heure, 14-15 ans, elles pouvaient être surclassées 2 fois, voire 3 fois pour avoir la possibilité de jouer avec les seniors filles. Et c'est exactement ce qui se passait pour éviter d'arrêter le hockey, en fait. Okay. Donc c'était soit ça, soit elles arrêtaient. Donc pendant un certain nombre d'années, c'est comme ça que ça se passait. Et puis là, ça fait 10 ans qu'au niveau du règlement du championnat, du règlement du rink français, ça fait 10 ans que la mixité est passée, justement pour éviter que les joueuses qui n'avaient pas la possibilité de jouer dans un club féminin parce que trop loin de chez elles ou parce que pas d'équipe, arrête. C'était pour éviter ça. Donc du coup la mixité est passée. Ok. Alors après dans le championnat élite, on appelle ça comme ça, qui est officiellement mixte, y a aucune fille qui joue parce que le niveau est vraiment trop élevé et puis ça va trop vite, physiquement c'est pas du tout la même chose. Peut-être que à partir d'un certain niveau d'élite, peut-être que les femmes aussi se redirigent vers des équipes plus féminines, enfin 100% féminines aussi, tu vois. Il y a aussi peut-être un peu de ça, non? Oui, il y a aussi un petit peu de ça. Je pense qu'il y a quand même un aspect physiologique quand même qui rentre en ligne de compte
malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais sur la force de frappe, notamment sur la vitesse du patinage. Et ça va être un jeu qui va être un petit peu différent en fait. Quand tu prends la meilleure équipe féminine senior du championnat français ou un autre championnat, elle fera pas du tout jeu égal avec la meilleure équipe masculine en fait. Okay. Parce qu'au niveau vitesse, au niveau façon de jouer, c'est quand même un peu différent. Ouais. Ouais, mais c'est un sport qui est super. Enfin, en tout cas, ça a l'air très explosif en plus. Et effectivement, il doit y avoir des tactiques un peu différentes. Puis ça se voyait. De toute façon, ça se voit un peu dans tous les sports co. Je sais qu'il y avait une étude sur le basket, que les points n'étaient pas du tout marqués de la même façon, que les stratégies qui fonctionnaient étaient un peu différentes, quoi. Donc, ok. Mais écoute, je suis hyper surpris de cette mixité. Toi, tu kiffes jouer avec des hommes ? Ouais. Je prends beaucoup plus de plaisir à jouer avec des garçons qu'avec des filles. Là, j'étais partie pendant un an. Je suis partie jouer en Espagne la saison 2017-2018. J'ai été jouer pro dans une équipe en Espagne. Le niveau de jeu était hyper intéressant. C'était chouette parce qu'il y avait beaucoup d'équipes. Chaque match était hyper disputé. Et quand je suis revenu en France et qu'il a fallu que je rejoue, j'ai décidé de rejouer avec une équipe féminine. C'était l'année dernière et bon, j'ai pris du plaisir, mais je me suis quand même un petit peu ennuyée parce que en tant que gardienne, c'est ce que je te disais tout à l'heure sur quand tu es dans une équipe qui va dominer le match, toi tu t'ennuies. Donc voilà, c'est ce que j'ai eu. J'ai vécu ça un petit peu l'année dernière et donc un petit goût de frustration à la fin du match parce que tu profites pas pareil, même si ton équipe a gagné. Bon, toi t'as fait 2 arrêts dans le match, mais t'as pas eu beaucoup de boulot, donc tu te dis c'est bien, mais j'aurais pu faire mieux, quoi. Ou alors j'aurais pu avoir un peu de boulot. Donc pour jouer avec les garçons, moi je trouve que c'est trop bien. Puis c'est hyper bien qu'on puisse s'imposer aussi dans des équipes comme ça, quoi. Ouais, mais enfin, je sais plus avec qui j'en parlais, mais je suis un peu outré qu'il y ait très peu de sports ou d'épreuves où on oblige les gens à... Enfin, on oblige la mixité, en fait. Et je trouve que ça nous met vraiment dans des cases, tu vois, et à côté de ça, tu vois, on va s'insurger contre l'homophobie ou ce genre de choses, mais en fait, on nous force tu vois, à faire du football que entre hommes ou à faire de tel sport que entre femmes. Et il y a quasiment, si tu regardes sur toutes les compétitions qui existent, il y a très très peu de sports que tu peux pratiquer en mixité, quoi. Alors je sais que dans le trail, tu vois, par exemple, il y a des choses qui se font en équipe ou dans des raids, il y a des... voilà, mais tu vois, c'est encore c'est pas toujours obligatoire. Puis souvent c'est un petit peu des côtés, tu vois, et moi je suis assez je suis très étonné qu'il n'y ait pas plus ça en France, que ce soit sur des sports co ou même des sports individuels ou des sports de duo, tu vois, typiquement. Après, je crois que, c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, des sports où on accepte la mixité. Et là, de mémoire, le triathlon, il y a des équipes mixtes au triathlon. Je crois qu'en voile aussi, ça doit être le cas. Mais concernant la mixité dans le rink, c'est spécifique à notre pays. Je crois qu'en Italie, ils ont fait passer la mixité aussi, et au Portugal aussi. Mais sur cette histoire de mixité, par exemple, en Espagne, c'est pareil, à 16 ans, les filles, elles peuvent plus jouer avec les garçons. Mais en Espagne, le sport est tellement développé, en tout cas en termes de rink, il y a tellement de licenciés, tellement d'équipes, que finalement c'est pas si problématique que ça, parce que il y a quand même du jeu, des championnats, et voilà, ça fonctionne bien, quoi. Non, mais je trouve ça hyper intéressant d'avoir fait un peu d'une faiblesse le fait qu'il n'y ait peut-être pas assez de femmes pour avoir un championnat fourni, et d'en avoir fait une force, on va dire, en termes d'éthique et de diversité, quoi. Donc c'est hyper intéressant. Écoute, merci de me l'apprendre. T'as parlé un petit peu de ton passage en Espagne. Il y a des différents types de jeux entre les pays. On le voit, on peut le voir un petit peu dans tous les sports.
met un peu des étiquettes sur. Oui. C'est quoi les étiquettes de l'équipe de France et des autres nations dans le ring hockey féminin? Les étiquettes, elles sont, en tout cas au niveau international, ça va être quand même vachement en fonction de l'entraîneur. Ouais. L'entraîneur, il va demander un certain type de jeu et voilà, c'est lui qui va poser un petit peu les bases pendant un match. Sur le niveau de jeu espagnol, globalement, je pense que je pourrais te dire que ça va être des joueuses et des joueurs, hein, parce que de toute façon, même au niveau masculin, on le voit, qui vont patiner très très bien, très très vite, avec énormément de déplacements sur le terrain. Et en règle générale, il y a pas beaucoup de lacunes, quoi. C'est-à-dire que les passes, elles vont être parfaites, les changements de direction, les contrôles, les tirs, tout ce qui est technicité de patinage et technicité de cross-ball, ils maîtrisent ça très très bien. Donc forcément, ça va te rendre un niveau de jeu qui va être beaucoup plus fluide. Et puis tu vas pouvoir jouer un autre type de hockey, en fait, hein. Ouais, ok. Et du coup, il y a des grands styles de jeu, type, je sais pas, la contre-attaque, la défense, j'en sais rien. Je te pose une question de puriste pour un peu, je suis complètement à côté de la plaque. Non, écoute, tu vas avoir... dans notre sport, tu vas avoir évidemment des phases de contre-attaque, mais c'est pas aussi systématique que le hockey sur glace, par exemple, Ouais. où t'enchaînes que ça. Là, il va y avoir des phases d'attaque placée, donc quand toi, ton équipe, elle attaque, bah, tu vas forcément essayer de trouver la faille de la défense adverse. Et puis bah, au contraire, quand tu es en défense, tu peux avoir plusieurs types de défense pour essayer d'optimiser au maximum les phases de jeu, quoi. Ouais. En tout cas, c'est un sport qui est vachement intéressant, je trouve, à avoir joué, et je suis assez surpris de pas qu'il soit pas plus télévisé ou plus médiatisé, parce que c'est assez spectaculaire, ça va vite, tu t'ennuies pas. Oh, non. D'ailleurs, comment est-ce qu'on peut faire si on veut voir un match de rink hockey aujourd'hui? Il y a des grandes compétitions, je sais pas, une finale de championnat de France, Ouais. pour tous les amateurs là, qui voudraient découvrir un peu. Ouais, alors je reviens un petit peu sur ce que tu disais avant là, sur le fait que ça soit un sport qui est hyper rapide et tout. En règle générale, c'est très visuel. C'est-à-dire que quand on vient découvrir quand on vient voir un match de hockey, si on n'a jamais vu, on se prête très vite au jeu, parce que les règles sont relativement simples à comprendre, et chaque personne que j'ai rencontrée qui avait découvert le rink m'avait dit, mais enfin, on m'a toujours dit c'est vraiment super, ça va vite, c'est chouette. Donc voilà, on s'y prend quand même assez vite. Après, je pense que c'est très visuel à la télé quand c'est bien filmé. Et si on filme comme ça, c'est quand même un petit peu compliqué, parce que la balle va vite, et donc il faut avoir l'œil quand même pour bien suivre ça. Donc je pense que c'est pour ça que ça perce pas. Puis comme on n'est pas beaucoup de licenciés, que ça reste un sport amateur, forcément bah, c'est compliqué après d'attirer les médias. En tout cas en France, c'est quand même pas facile, quoi. Ouais. Et pour voir des matchs de hockey, faut venir du côté de Dinan ou de Rennes. Non, il y a sur le site de la fédération, hein, on peut voir tous les clubs où on peut pratiquer. Et en règle générale, moi je vous invite, hein, si vous êtes dans une ville où il y a une équipe de première division, je vous invite à aller voir des matchs, parce que ça peut être super super intéressant. Ouais. Il y a des clubs français qui sont engagés en Coupe d'Europe, des clubs en Champions League, là, comme on appelle ça au foot. Et puis tous les ans, il y a le Final Four qui réunit les 4 meilleures équipes françaises, donc après on se dispute la Coupe de France. Donc le Final Four féminin et le Final Four masculin, on se réunit sur un même site, et puis voilà, on joue ensemble, quoi. Et tous les ans, c'est un endroit différent. Exactement, j'imagine. ouais, exactement. Donc c'est un peu comme les playoffs au basket. Tout à fait, ouais. Okay. Tout à fait. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ouais. Ok, trop cool. Ouais. Bon, bah écoute, moi je vais suivre ça de près. Donc c'est à quelle période? C'est fin d'année? Ouais, en règle générale, c'est tu vois, fin l'année dernière, ouais, c'était mai-juin, je crois, fin mai ou début juin, un truc comme ça, ouais. Ok, génial. Bon, bah écoute, moi j'irai regarder, c'est sûr. Super. Et je vais le mettre dans mon agenda. T'as parlé à l'instant de sport amateur. Ouais. Et j'ai vu que cette semaine sur Facebook, tu avais relayé
un message d'une athlète qui s'appelle Clémence Beretta, qui vient de... Alors je sais plus, je me suis pas renseigné sur elle, mais elle vient de terminer les championnats du monde d'athlétisme. Ça n'a pas été facile, comme tous les Français, donc on va pas lui jeter la pierre. Mais elle évoquait la difficulté en France du sport de haut niveau, notamment parce qu'on n'a pas une culture sportive et qu'on force un petit peu les gens à choisir entre le sport, les études, et que finalement c'est très difficile de mener les deux de front et qu'on n'accompagne pas toujours les sports moins médiatisés à devenir les meilleurs mondiaux, parce que en tout cas elle, dans son sport, elle parlait d'une situation précaire financière et tout. Toi, comment est-ce que j'imagine que le ring hockey, ça, on n'en vit pas. Non. Comment est-ce que quel est ton job à côté, et c'est quoi un petit peu comment est-ce que tu t'es organisé pour faire face à ça, quoi? Parce que là, dans son message, c'était assez touchant parce qu'elle parlait énormément elle parlait complètement de précarité, tu vois. Donc, alors, bon, effectivement, nous, on est considéré comme un sport amateur. Je pense que c'est nos dégradations, enfin nos conditions, pardon, de pratique se sont un tout petit peu dégradées depuis qu'on est plus comptabilisé comme sport de haut niveau. Parce qu'avant, on était sport de haut niveau, on était sportif de haut niveau, on avait le statut, en tout cas, d'athlète de haut niveau. Qui décerne ce statut-là? C'est la commission olympique et le ministère des Sports et voilà, un truc comme ça, en fait. Si tu veux, chaque sport non olympique va avoir un statut particulier. Soit on est catégorie sport de haut niveau, soit on n'est pas catégorie sport de haut niveau. Et quand tu es en tant que sport de haut niveau, tu vas avoir des subventions de l'État qui vont être un petit peu plus importantes. Au niveau régional, ça veut dire que les ligues vont être un petit peu plus riches aussi pour pouvoir mettre en place des stages de développement, par exemple, ou des stages de formation. Et au niveau local, ça va être la même chose. Un club va peut-être avoir plus de subventions de la part de sa mairie si il est au plus haut niveau, ou si justement il est catégorisé comme sport de haut niveau. Bon, nous, ça a eu un impact direct sur les équipes de France. Notamment au niveau budgétaire. Donc là-dessus, c'est assez compliqué maintenant, et on ne sait pas trop comment ça va évoluer, parce que ce statut, tu le récupères, ou en tout cas tu l'as en fonction des résultats de ton équipe nationale, et en fonction du nombre de pratiquants, et en fonction du nombre de pays qui va être présent sur les échéances internationales. Sauf que c'est un cercle vertueux, parce que exactement, plus l'équipe nationale gagne, plus il y a de licenciés. Exactement. Okay. Et à l'inverse, moins tu as de sous pour préparer tes athlètes, moins tu as de chances d'avoir une médaille aux compétitions internationales. Donc là, on est dans une phase qui va être... Enfin voilà, c'est un petit peu compliqué pour l'avenir, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Vous devez payer vos déplacements? Non, on n'en est pas encore là. Mais qu'est-ce que on n'en est pas encore là. Alors, si on donne des chiffres, là au niveau fédéral, il y a 4 collectifs qui est en prise en charge, en tout cas au niveau du ring hockey. Le collectif senior hommes, le collectif senior femmes, les U20 garçons et les moins de 17, les U17 garçons. Avant, quand on était sport de haut niveau, je vais peut-être dire une bêtise, mais on avait une enveloppe de 150 000 € pour préparer ces 4 collectifs-là. Depuis qu'on n'est plus sport de haut niveau, on a une enveloppe de 40 000 € pour préparer ces 4 collectifs-là. Donc, ça veut dire qu'au niveau fédéral, il faut faire des choix. Et ça veut dire que forcément, des fois, il y a des équipes qui peuvent passer à l'as. Et donc, nous, en tout cas au niveau féminin, on l'a ressenti très très bien l'année dernière, en 2018, parce que on avait le championnat d'Europe là, et puis en fait au courant de l'année 2018, on nous a dit écoutez les filles, c'est notre entraîneur qui nous a dit ça, il y a pas de subvention, il n'y a pas de budget, donc vous ne pourrez pas participer au championnat d'Europe. Donc nous, on s'était dit, c'est pas possible, c'est quand même quelque chose d'inenvisageable, dans la mesure où ça faisait des années qu'on participait à ces compètes, et puis surtout au vu des résultats qu'on avait fait, en fait, tout simplement. Et la capitaine de l'équipe de France, qui est vraiment une
très très bonne amie à moi, Vanessa Daribo, m'a dit un jour, écoute, moi je suis pas du tout d'accord, je trouve ça inadmissible, et en plus de ça, j'ai su que si on participait pas au championnat d'Europe, on pourrait pas aller au championnat du monde là, en 2019. Donc il faut qu'on fasse quelque chose. Donc elle a mis en place une cagnotte sur internet, une cagnotte participative. Et au final, il y a énormément de gens qui nous ont donné des sous pour qu'on puisse participer, tout en sachant que à ce moment-là, donc c'était au mois de juin, le championnat d'Europe était au mois de septembre, et on avait 3 mois pour récolter suffisamment de sous, faire une équipe, faire des stages, en tout cas essayer de faire des stages, et puis organiser la compétition. Et quand ça s'est passé, la Fédé a dit, très tardivement, mais a dit OK, on accepte votre participation, par contre vous gérez tout. Donc ouais, c'est-à-dire donc, que voilà, Vanessa, elle avait mis en place cette cagnotte, et puis moi je me suis retrouvée à gérer tout le côté comptable en fait, à trouver un hôtel sur place, à savoir comment on allait faire pour se déplacer, à avoir un minibus, voilà, à payer les billets de train des filles qui venaient de je sais pas où, enfin bon voilà. Donc la cagnotte nous a permis de participer à cette compète. C'était hyper. Vous n'aviez pas de temps humain pour. Pas du tout. Ouais, pas du tout. Donc c'était à vous de le faire. Ouais. C'est dingue. Et c'est la première fois, et j'espère que c'était la dernière fois. C'est la première fois où ça nous est arrivé en fait. D'habitude, quand on partait en compète, on était toujours hyper, dans un cocon. Finalement, t'arrives chez toi un jour, tu regardes dans ta boîte aux lettres, tu reçois des billets de train, on te dit bon, faut que t'ailles en stage, ou alors faut que t'ailles voilà. Et voilà, tout est fait. Pour le confort de l'athlète et pour son bien-être et pour que les performances soient présentes. Là, sur cette année-là, ça a été hyper compliqué de se dire bon bah ok, on va tout organiser. Par contre, sur des compètes normalement où on avait 3 semaines, 1 mois de préparation, bah là on a eu 2 jours. Bien évidemment, les autres nations, elles n'avaient pas 2 jours. Hein. Elles avaient aussi elles avaient plusieurs semaines derrière elles, donc ça a été compliqué de dire ok, on y va, mais par contre il faut essayer d'être compétitive. Ouais. Sachant qu'arriver à ces... C'est une charge mentale en plus pour ceux qui organisent un peu plus, j'imagine. Bien c'est sûr. Pas évident, quoi. Surtout que là, si on revient sur le fait qu'on est un sport amateur, bien évidemment, on travaille toutes. Pour se libérer au niveau du boulot, c'est compliqué. Celle qui était étudiante, concrètement, au niveau université, fac, c'était pas du tout possible pour elle de se libérer. Donc voilà, ça a été une compète un petit peu particulière. Et le point qui a été encore un petit peu plus motivant, mais qui a été un petit peu chaud à gérer, c'est que quand on est arrivé sur cette compète-là, à l'Euro l'année dernière, le DTN a dit « Ok, c'est bien, vous y êtes. Maintenant... pour participer au mondial, il faut terminer dans les 4 premières. » D'accord. Donc on avait déjà cette première barrière de il faut qu'on participe pour pouvoir prétendre à aller au mondial, à la barrière de la Fédé qui était ok, vous participez, par contre on vous met un autre objectif, c'est vous terminez 4e, sinon vous participez pas au mondial. Donc terminer 4e quand t'as eu 2 jours de prépa, c'est quand même un peu osé. Ouais. Et c'était pas hyper facile, mais on a réussi. Ouais. On a fini 4e du championnat avec des hauts, des bas, avec des joueuses qui se sont blessées et tout. Mais au final, c'était une aventure tellement riche humainement, parce que toutes les filles, on savait pourquoi on était là, et on savait que voilà, c'était pas chacune pour sa performance individuelle en fait. Là, ça a été vraiment une grosse compète. Et puis c'est surtout qu'en plus, nous, comme on devait tout gérer, même si notre entraîneur était là, mais lui... il a aussi du boulot. Il avait aussi du boulot à fournir. Et moi, j'ai dû faire tous les comptes, quoi. C'était vraiment incroyable. Jamais je pensais que j'aurais dû faire un truc comme ça, quoi. Ouais. Donc voilà, un petit peu pour l'histoire. C'est pas toujours hyper simple. Hein. Écoute, en tout cas, merci infiniment de ce témoignage-là, parce que j'espère que ça ouvrira les yeux de certains sur ce qui peut se passer dans le sport en France, et puis
et en même temps, félicitations, parce que vous avez un peu sauvé le ring hockey féminin, quoi. Ouais. Si vous étiez resté les bras croisés, à vous dire, ok, bah, nous, on nous a dit que c'était pas possible, il n'y aurait pas eu de championnat d'Europe, il n'y aurait pas eu de championnat du monde, et puis peut-être que dans je sais pas, 5-10 ans, il n'y aurait plus d'équipe tout court. C'est vrai, Donc, c'est vrai. donc j'ai envie de vous féliciter, quoi. C'est incroyable ce que vous avez fait. Donc, et tu te dis, à ce moment-là, c'est compliqué, mais on parlait un petit peu tout à l'heure hors micro de révolte. Ça vous a soudé entre vous. Puis en même temps, tu sais pas trop à qui en vouloir, j'imagine. Si on te dit que c'est les institutions, mais tu penses que pour la suite, ça peut en faire une force pour votre équipe et que ça peut créer quelque chose de super fort? J'espère que ça va faire naître des vocations ou en tout cas des envies aux plus jeunes, parce que j'arrive un peu sur la fin de ma carrière internationale. Je pense que je vais aller encore à une ou deux échéances, mais après je vais tranquillement laisser la main. Mais j'espère que ce qu'on a fait, effectivement, ça donnera envie aux plus jeunes de se battre et de se dire c'est pas parce qu'on nous a dit non à un moment donné que c'est pas possible, en fait. Sur le moment, oui, t'en veux au président de la Fédé, t'en veux au DTN, t'en veux à l'entraîneur, t'en veux à tout le monde. Surtout qu'en plus, on est dans une fédération qui est multisport. Il y a le skate, il y a le patinage artistique, il y a le roller hockey. Enfin voilà, il y a énormément de sports. Et donc, finalement, les décisions des budgets alloués, c'est quand même des choses qui sont votées au sein de la fédération. Donc, c'est compliqué d'accepter d'être moins légitime que je sais pas moi, les patineurs qui font de la course et qui sont je sais pas combien de licenciés et qui ramènent des médailles. C'est compliqué de l'accepter parce que ça dépend pas que de nous, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas le droit de se battre et qu'on n'a pas le droit de vouloir représenter notre pays. C'est pas comme si on n'avait pas fait de résultats et c'est pas comme si on était les dernières mondiales, quoi. C'est pas du tout le cas. Donc, en tout cas, je suis bluffé et vraiment, encore une fois, je te félicite parce que ça n'a pas dû être facile et en même temps, merci d'en parler parce que voilà, c'est aussi ça le sport, quoi. Il y a toute une partie logistique qu'on voit pas, qui prend du temps, qui prend aussi beaucoup d'argent. Là, j'ai eu la chance il y a quelques jours de rencontrer un tennisman pro, mais tu vois, qui a jamais été, qui est rentré dans le top 500, mais qui a jamais réussi à faire mieux. Tu vois, il me disait, lui, il avait effectivement à peine assez d'argent pour juste payer son circuit et payer son entraîneur, mais sinon, il y avait une logistique de dingue, quoi. Enfin, c'était incroyable. Donc, et on le met pas assez en valeur, quoi. Tu vois. Et je trouve, en plus, d'un point de vue professionnel, mais pas côté du sport, hein, plutôt dans la vie civile, si on peut appeler ça, ça fait des qualités énormes. Enfin, tu vois, pour le boulot. Moi, si demain je remonte une boîte et que je dois recruter, je vais tout de suite appeler des anciens sportifs de haut niveau, c'est sûr, parce qu'il y a une résilience qui est dingue, quoi. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta profession, parce que toi, tu es podologue, du coup. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier Eh bien, podologue, donc on parle de podologie, on parle surtout de porter des semelles orthopédiques, hein, parce que pour la plupart des personnes, quand ils vont voir un podologue, c'est un petit peu pour ça. Moi, j'ai toujours eu des semelles et bon, ça n'a jamais été le métier que je voulais faire, mais comme j'ai été très 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 accrochée au ring hockey, quand j'ai eu mon bac, je me suis dit, moi, je veux devenir entraîneur national spécialisé dans les gardiens de but. Et mon coach, mon entraîneur de l'époque, là, Jean-François, d'ailleurs si tu m'écoutes, m'a dit, écoute, c'est très bien Flora, mais ce métier n'existe pas, donc il va falloir faire autre chose, en fait, parce que ça n'existe pas. Donc je me suis dit, bon ok, alors je vais aller en STAPS. STAPS, je me suis blessée, puis finalement je n'étais pas hyper motivée pour devenir prof de sport non plus. Et puis comme il y avait énormément de choses qui m'intéressaient, j'étais un petit peu perdue.
Très vite, je me suis posé la question de devenir kiné, mais kiné, fallait avoir un investissement de travail qui était très important que j'avais pas envie de donner parce que je donnais beaucoup de temps à mon sport et pas beaucoup à l'école en tout cas. Et donc je me suis dit, ok, pour entrer en école de kiné, c'est un concours. Le concours de kiné, t'as une épreuve qui est commune au concours de podologue. C'est parti, je vais me lancer là-dedans. Donc j'ai commencé à rentrer en prépa pour préparer le concours de podologie. Et ça, je me souviens très bien, c'était en 2009, l'année où c'était mon premier championnat d'Europe senior. Et pendant ce championnat d'Europe-là, voilà, toutes les filles, on était à l'hôtel, hein, toutes les filles elles étaient en train de dormir, je sais plus ce qu'elles faisaient. Et puis moi, j'étais en bas, je révisais mes cours là, de prépa. Et puis mon entraîneur, il descend et il me dit, mais tu fais quoi là? Je dis, bah je révise, tu sais, je passe le concours de podologue là, à la fin de l'année et tout. Il me dit, mais tu sais, Flora, qu'en tant que sportif de haut niveau, tu as des passerelles. Tu peux passer dans des écoles, tu peux rentrer dans des écoles sans passer le concours. Je dis, ah bon? Il me dit, bah oui, il faut que tu te renseignes, je vais te donner le contact à la Fédé. Donc, à la fin de la compète, c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé un mail à la dame qui était chargée des athlètes de haut niveau dans notre Fédé. Et donc, effectivement, elle m'a donné un dossier à remplir que j'ai rempli. Et puis ensuite, ton dossier il passe en commission. Tu as une commission sportive et une commission médicale. Médical et social parce que ça regarde à la fois ton palmarès sportif mais surtout ton dossier scolaire. Ouais. Et puis après tu choisis les écoles dans lesquelles tu veux aller et donc j'ai bénéficié de cette passerelle là en fait. Donc tu vois, on parlait de sport de haut niveau tout à l'heure mais ça permet aussi ce genre de choses. Ouais. Et donc je suis rentré en école de podologie. C'est un meilleur avantage, je veux dire. c'est déjà ça. C'est déjà ça. Ouais. Et donc je suis rentré en école de podologie comme ça, sans passer le concours et avec le statut d'athlète de haut niveau quoi. Ok, d'accord. Ok. Et aujourd'hui, tu t'épanouis dans ce job? Ouais. Je suis vraiment super contente parce que il y a un côté à la fois très très manuel parce que forcément les semelles c'est moi qui les fais. Hein. Et puis je travaille énormément avec des patients sportifs. Du coup, c'est hyper riche parce que tu peux vraiment leur transmettre toi, toute l'expérience que tu as eue par rapport à ta pratique, que ce soit des conseils, je sais pas moi, sur l'hydratation, les étirements, la façon de gérer les compétitions, l'avant, l'après, c'est des choses que tu n'apprends pas à l'école. Donc tout mon bagage sportif, j'ai réussi à le retranscrire dans ma profession. Et sur la prise en charge en elle-même, je trouve que c'est hyper intéressant finalement. Ouais, ok. Mais j'imagine que tu dois être une podologue hyper douée et hyper attentionnée, donc et ça doit être hyper kiffant en tant que patient de te dire ok, là je travaille avec une femme qui est vice-championne du monde plusieurs fois, qui est trop forte dans son métier. Et tu portes des semelles là, sur tes rollers? Ouais, j'en ai, mais c'est plus pour de la stabilité globale. Mais c'est les patients, ça arrive quelquefois. Il y en a qui me disent j'ai vu, j'ai tapé votre nom là sur internet et j'ai vu tout ça. C'est incroyable. Moi, je suis un peu gênée parce que forcément le contexte est complètement différent, mais non, c'est rigolo. Puis justement, quand je suis partie en Espagne pendant 1 an, j'avais mis mon cabinet en remplaçant. J'avais une remplaçante qui a bossé à ma place et donc j'ai des patients qui étaient au courant. Puis il y en a quand je suis revenue qui m'ont demandé comment ça s'était passé. C'était hyper intéressant. Ouais. Puis il y en a qui ont suivi aussi un petit peu les résultats, donc c'était chouette. Ouais. Trop bien. Ouais. Trop bien. Bon, on arrive à la fin. Je me suis dit que j'avais envie de tester un petit format un peu différent pour la fin et de faire un petit peu des questions un peu rapides, tu vois. Mais on peut prendre notre temps pour les faire si on veut. Mais voilà, tu me diras si jamais ça te plaît, il n'y a pas de piège. Bien au contraire. Je voulais savoir ton meilleur souvenir de sport. Mon meilleur souvenir de sport, j'en ai plusieurs. Je suis obligé d'en choisir un ou pas? Non. Allez, vas-y, raconte-les tous. Ok. Le premier, c'est celui dont je t'ai parlé déjà tout à l'heure en demi-finale du championnat du monde en 2010 sur ma première titularisation où on gagne contre l'Espagne. Le deuxième, ça devait être en 2016, championnat du monde au Chili. On gagne contre le Chili en quart de finale. Et finalement, vous aimez bien. Au but en or, ouais, vraiment. Et donc, on gagne contre elle au but en or. Et là, c'est pareil, il y avait tout le public qui était contre nous. Tout le monde pensait que le Chili allait gagner. Puis, ils avaient mis une campagne de com en place qui était juste
incroyable. Et puis nous, petites Françaises, on arrive et puis on les bat, quoi. Donc, non, ça, c'était un super souvenir. Et le dernier joli souvenir que j'ai eu, là, c'était l'année dernière avec mon équipe de Mérignac. L'équipe de filles avec laquelle j'ai joué l'année dernière, où on gagne la Coupe de France. La Coupe de France, voilà, mais on n'était pas du tout partie favorite ni vainqueur, et on s'est sur les fameux Final Four là dont je te parlais. Voilà, en demi-finale, on bat les championnes de France en titre. On fait un gros match, et je pense que c'est ces 3 souvenirs là que je garde en mémoire, quoi. Ok, génial. Ton pire souvenir? Mon pire souvenir, il est très récent là. Il est très récent, il date de cet été. On est parti au championnat du monde à Barcelone. Et encore maintenant, je pense que c'est vraiment le pire, le pire souvenir que je peux avoir. On joue encore une fois en quart de finale du championnat du monde contre l'Italie. Le match se passe plutôt bien, à notre avantage. Et on gagnait 3-2, il restait 10 secondes de la fin. Et à 10 secondes, on se fait égaliser 3-3. Et on va aux prolongations. Première prolongue, pas de but. Deuxième prolongue, les Italiennes marquent le 4-3. Il restait 40 secondes. Et du coup, là, nos rêves, ils se brisent parce qu'on était partis pour aller dans le dernier carré mondial, quoi. Et on était à 10 secondes. Donc ça a été une très, très, très grosse défaite. Et c'est sûr mon pire souvenir de sport, quoi. Ouais. La meilleure ambiance que tu as vécue? Celle de 2018 avec l'équipe de France, sûr. Ouais. Au championnat d'Europe, ouais. Ok. Ton meilleur match? J'imagine qu'en tant que gardienne, ça doit être compliqué à choisir parce que tu dois avoir le meilleur match de l'équipe et ton meilleur match à toi qui peut être un match qui peut se solder par une défaite, quoi. Par une défaite, parce que tu as été extrêmement sollicité, mais tu vois. Le meilleur match, je pense celui où j'ai vraiment pris part complètement, entièrement à la victoire, c'est la victoire contre le Chili en 2016. Voilà, le match dont je te parlais là. Je pense que si ça reste ça reste un super souvenir. Plusieurs arrêts. Ouais. Okay. Ouais, et puis c'est surtout que là, je me souviens que en prolongation, il y avait un coup franc direct. Donc, le coup franc direct, c'est pas comme un penalty. Tu peux partir un petit peu avant, et puis tu as le droit d'aller dribbler le gardien. Et donc, on prend un coup franc direct en prolongue. Donc c'était le but en or. Hein. Si on prenait le but, on perdait le match. Hein. Ouais. Et j'arrête le coup franc direct. J'arrête le coup franc direct, ouais. En prolongue. Okay. Là, je me suis dit, il peut rien se passer. Et là, t'as le public qui te maudit. Ouais. Toi, j'étais morte de rire. Je sais pas pourquoi. C'était peut-être nerveux, mais je me disais, c'est bon. Enfin, on va gagner ce match. Tout est aligné, quoi. Ouais, c'est ouf. Et tu le sentais, toi? Ouais. Ils peuvent plus passer. Donc là, les filles, elles vont y arriver. Ouais. Mais j'imagine qu'en plus, des fois, ça doit être frustrant aussi, tu vois, de dire ok, il y a rien qui passe, mais t'as ton équipe qui a plus de mal, tu vois, que t'as envie d'arriver, de rajouter. C'est ça qui est frustrant quand t'es gardien, c'est que toi ton rôle c'est d'arrêter les balles ou les ballons, et que tu peux pas marquer. Donc t'as beau essayer de faire tout ton possible pour aider ton équipe, finalement si y en a une ou deux joueuses qui sont pas hyper bien, qui sont pas au top de leur forme, toi t'auras beau faire tout le travail que tu peux. L'issue du match, elle va pas dépendre que de toi, quoi. Ouais. Je pense que c'est ça le plus compliqué à gérer dans le sport collectif en lui-même, en fait. C'est que le résultat, ça va pas dépendre nécessairement que de ta performance. Ouais. Et encore plus pour du coup un sport où il y a une gardienne et des joueuses de champ, quoi. Ouais. Donc, t'as un ou une idole sportivement? Ouais. Il y en a un là que moi je le connaissais un petit peu, mais je le découvre de plus en plus. C'est l'entraîneur de basket, Vincent Collet. Okay. Entraîneur d'équipe de France de basket. Je suis tombée sur des vidéos de lui où il parle à ses joueurs, et je trouve que c'est énorme, en fait. Le message qu'il fait passer, j'adorerais avoir un entraîneur comme lui. J'adorerais, vraiment. Génial. Écoute, je connais pas du tout, donc je vais regarder ce qu'il fait. Ça m'intéresse. Là, je cherche un entraîneur à interviewer, donc
ça me dit bien. Tu as une astuce pour démarrer la journée avec un moral de champion? Championne, pardon. Une astuce, je sais pas moi, c'est ce que je fais tous les matins en tout cas. Je me lève, j'ouvre mes volets, j'ouvre la fenêtre, puis je mets un petit peu de musique, et puis voilà, je commence ma journée. Je prends un petit thé et voilà, enfin, globalement, c'est à peu près ça comment ça se passe, quoi. Il n'y a pas de grosse magie, mais bon. Tu te vois où dans 10 ans? J'espère encore sur les terrains, à jouer avec une bande de copains là, que j'ai ici, et voilà, faire plus du hockey loisir. En tout cas, au niveau sportif, voilà, je me vois comme ça. Et au niveau professionnel, là, je m'inscris dans la ville de Rennes, là, au sein de la ville de Rennes, je m'inscris un petit peu plus dans la prise en charge de patients, justement des basketteurs, et peut-être augmenter un petit peu mes compétences là-dedans, quoi. Donc, ouais. Ok, trop bien. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, de jamais rien lâcher, je pense. Ok. Que le match il est jamais terminé et qu'il faut toujours se battre. Ouais. T'as un livre ou un film que t'as lu récemment ou un que t'auras envie de partager qui t'a marqué? Je dis récemment, mais en fait même pas. En plus, on vient de parler d'un livre, donc... Ouais, mais... Attention. Ouais, il faut qu'on parle du livre dont on en parlait tout à l'heure, non, ou pas? Non, pas forcément. Pas du tout, ouais. C'est vraiment ce que tu veux. Là, j'ai pas trop de livres ni de films qui me viennent en tête, là. Hein. Après, dernièrement, effectivement, j'ai lu un livre sur la nourriture, et ça s'appelle « Vous êtes fou d'avaler ça », et ça parle de l'industrie agroalimentaire et de tout ce qui se passe. Ouais. Et on en a parlé juste avant, et c'est vrai que tous les deux, on est dans une phase, je pense, de réflexion par rapport à ce qu'on mange, et toi, c'est un livre qui t'a ouvert les yeux, quoi. Bah écoute, l'avant-dernière question, si tu pouvais devenir une petite fourmi et te glisser dans le creux de ton oreille à quelques minutes de ta première titularisation en équipe de France, et si tu pouvais te donner un conseil à ce moment-là, tu te dirais quoi? Que je suis un peu ému là. C'est vrai. Que quoi qu'il arrive, il faut pas. Quoi qu'il arrive sur les matchs, il faut jamais rien lâcher. Et puis c'est sûr que les carrières sportives, elles sont longues, elles sont compliquées. On peut passer par plein d'états émotionnels différents, mais il faut toujours croire en soi, il faut toujours bosser. Et voilà, je pense que je me dirais ça. Il y a un sportif ou une sportive que tu me recommandes d'interviewer? Ouais, alors il y a un sportif auquel j'ai pensé dernièrement. C'est un patineur de ma fédération qui fait du patinage de vitesse, de la course, mais plutôt sur des longues distances, qui s'appelle Nolan Bediaf. Il est champion du monde de roller. Je l'ai découvert il y a 2 ans au championnat du monde en Chine. Et il a été champion du monde sur cette année-là. Et là, cette année, il a gagné le marathon. Je pense qu'il a une histoire de vie qui est hyper intéressante, et c'est humainement quelqu'un qui est de très, très, très intéressant et très gentil surtout. Ok. Donc, voilà. Tu le connais du coup? Ouais, je le connais. Okay. Ouais. Bon, on en discute juste après. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à toi, Barthélémy. Salut. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. D'ailleurs, si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc pensez à vous abonner pour ne louper aucun épisode, et à aller lui mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me va droit au cœur. Je vous souhaite à la semaine prochaine pour une super interview.